Je vous les présente. Alors, je vais commencer par Nicolas. Je vais y aller dans l'ordre, qui n'est pas l'ordre de ma feuille. Alors, Nicolas Tremblay, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un chercheur à Agriculture Canada depuis plus de 30 ans. Il a consacré ses recherches sur la nutrition minérale, la fertilisation, la télédétection et l'agriculture de précision. Il a conçu notamment un système d'aide à la décision nommé SCAN pour la gestion de la dose d'azote dans le maïs. C'est ça? Et puis, donc c'est ça, j'ai vu que cet outil de gestion a notamment permis de réduire de plus de 20 les doses d'azote appliquées sans compromettre les rendements. M. Tremblay, on l'a vu, est aussi président sortant, ça on ne l'a pas vu, mais il est président sortant de la Commission Chimie-Fertilité des sols et président en exercice de la Société internationale d'agriculture de précision. On a aussi Alain Brassard, qui est de la Coop fédérée, il travaille à la Coop depuis 22 ans en agriculture de précision et en numérique. Il a été impliqué dans le développement et l'implantation de diverses technologies pour les réseaux de la Coop fédérée. Je pense qu'il y a encore une nouvelle technologie là, qui est en implantation à la Coop. Il pourra peut-être nous en glisser un mot tout à l'heure parce que je ne suis pas au fait de cette nouvelle chose. La Coop, pour ceux qui ne connaissent pas la Coop, c'est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. C'est plus de 90 000 membres regroupés dans 70 coopératives qui sont réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Bon, dans tout son réseau, la Coop, c'est 18 000 employés puis un chiffre d'affaires de 9,2 milliards de dollars. Alors, ce n'est pas une petite entreprise. Et c'est au Québec. Ensuite, Jocelyn Boudreau est le PDG cofondateur d'Orto. C'est une entreprise en système de gestion de l'irrigation, irrigation de précision. Ça a vu le jour en 2002 à Québec. M. Boudreau détient un baccalauréat en génie rural, une maîtrise en physique du sol, qui a été décernée par l'Université Laval. Orto est d'ailleurs né après son projet de maîtrise, si je me souviens bien. Oui, c'est bon. Orto, c'est un chef de file mondial dans l'irrigation de précision, système sans fil, système web. Aujourd'hui, Orto possède des bureaux et des représentants, des techniciens à travers toute l'Amérique du Nord, incluant son siège social à Québec, des bureaux en Californie et ailleurs. Aujourd'hui, la compagnie fait partie du top 50 des entreprises de croissance du Thrive AgTech. C'est un palmarès des 50 entreprises façonnant l'avenir de l'agriculture. C'est une entreprise qui est née ici au Québec. Puis le mois dernier, Orto a reçu aussi une subvention de près de 6 millions de dollars là, du gouvernement fédéral. Ensuite, Guillaume Cloutier, la ferme Delfland. Il fait partie de la relève de la ferme, la 3e génération qui œuvre sur la ferme. Il a fait des études en agronomie, concentration sol et environnement. Je le félicite, j'ai fait la même chose. Il se passionne pour les nouvelles technologies et œuvre avec différents acteurs du milieu. On a vu, cette ferme-là, c'est 400 hectares dans les terres noires de Napierville. Ils possèdent un robot désherbeur, font l'agriculture de précision. Vous avez vu qu'ils utilisent les tensiomètres pour l'irrigation. Ils ont aussi des capteurs de sport et je pense que vous utilisez aussi des mouches stériles, des mouches roses. C'est le thème pour aujourd'hui du rose. OK, après, le dernier, mais non le moindre, M. Jean est cofondateur de la compagnie Canopée avec Alexandre Maltais. Alors, depuis 3 ans, il développe des applications dans le domaine de la dronautique agricole. Donc, c'est l'utilisation des drones appliqués à l'agriculture. Puis là, ils ont différents projets qui ont été développés avec l'aide de plusieurs partenaires de recherche. Donc, ça touche, entre autres, l'épandage, utiliser des drones pour faire, par exemple, des lâchers de prédateurs, comme on a entendu tout à l'heure à la ferme de M. Geoffroy. Vous faites aussi, je crois, du dénombrement de plants. Ensuite, des utilisations d'indices de végétation, puis des prises de photos aussi. Le thème de notre panel, c'est l'horizon 2030. C'est quoi l'avenir des technologies numériques en agriculture? Et moi, la première chose que j'ai vue, puis que j'ai retenue quand j'ai vu tout ce que vous avez fait, c'est que la plupart des projets sont nés de la recherche, puis après ça, sont allés s'appliquer. Je voudrais savoir ma première question. Est-ce que ça a été difficile de partir d'un projet de recherche, d'une idée comme ça, puis de l'appliquer, puis de le commercialiser? Pour ceux qui sont rendus à l'étape de la commercialisation, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées pour que ce soit plus facile?
Commence par moi. Bien, vous n'êtes pas obligé de répondre chacun. S'il y en a qui n'ont pas de réponse à ça, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais si vous avez une réponse, allez-y. Oui, je pense que je peux commenter là-dessus. Évidemment, la recherche, c'est la base de ce que je fais depuis des années au ministère. Ce qui était moins commun, c'est de transformer cette recherche-là en produits commercialisés. Et puis le logiciel Scan, c'est un exemple de ça, qui est relativement rare. La recherche n'est pas toujours commercialisée ou pas toujours rendue disponible immédiatement aux agriculteurs. La difficulté que j'ai trouvée de se rendre à la commercialisation, c'est vraiment d'être capable d'avoir assez de confiance dans le fonctionnement d'un logiciel ou d'un outil pour qu'il puisse être utile dans les conditions diversifiées. C'est-à-dire que comme chercheur, souvent ce qu'on fait, on fait des recherches sur une ferme expérimentale, puis on est capable de dire à un producteur, si tu étais sur ma ferme expérimentale, à ta place, je mettrais tant de kilos d'azote. Mais personne qui est sur ma ferme expérimentale. Il faut que l'outil que je développe s'applique dans les conditions différentes de celles où ils ont été développés. Alors pour ça, il a fallu mettre beaucoup d'informations ensemble, aller chercher une base de données qui couvrait beaucoup de terrain au Québec et en Ontario. Puis c'est un peu ça la leçon que j'ai retenue, c'est que pour qu'un outil soit utile, il faut qu'il soit capable de tenir compte des conditions spécifiques de l'entreprise. Je n'en dis pas plus, mais c'est un peu ça le principal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des avis? Oui, oui. Bien, nous aussi, on a commencé un petit peu comme ça. Ce n'était pas directement un projet de recherche, mais c'était très en lien avec la recherche. Je travaillais avec Jean Caron à l'Université Laval à cette époque-là. Puis, c'est sûr qu'on a commencé par une technologie qui était un senseur qu'on utilise, qu'on continue à faire évoluer, qu'on utilise toujours. Nous le grand défi, ça a été de développer une plateforme complète autour d'un senseur, en fait, dans notre cas. Puis je pense dans le cas de chacun, on commence avec un élément d'une solution plus complète ou un domaine d'expertise qui doit s'intégrer dans un ensemble. Soit qu'on le fait par partenariat avec d'autres, soit qu'on se concentre sur notre technologie, puis on vend notre technologie à d'autres qui vont l'intégrer dans un ensemble, soit une plateforme logicielle ou autre chose. Dans notre cas, ce n'était pas possible. On a commencé en 2002, c'était très, très tôt par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on pense aujourd'hui, on utilise l'info nuagique, on utilise les applications sur des téléphones mobiles, de transmettre des données dans la région rurale par cellulaire en 2002, ça existait pas, en tout cas pas de façon pratique. Fait qu'il y avait beaucoup de défis comme ça qu'on a eu à faire évoluer notre technologie et à l'intégrer nous-mêmes dans un ensemble. Aujourd'hui, c'est différent. On peut faire des partenariats. On suit un peu la vague des autres technologies, si on veut. Là. Donc, on peut utiliser tout ce que les applications mobiles nous apportent, etc., etc. Donc, l'avancée de l'ensemble des technologies, je pense, bénéficie à tout et chacun. Puis offre plus d'options qu'on n'avait pas au départ. Ça a été assez difficile pour nous au début à cause de ça en particulier. Nous, de notre côté, mon micro fonctionne, oui. Nous, de notre côté, on a plus adapté les recherches et les technologies que faire de la recherche pure. Là. Mais on a fait quand même beaucoup de recherches avec des chercheurs ici au Québec et un peu partout aussi. On s'est promené beaucoup aussi dans le nord des États-Unis, du Canada, en Europe aussi. Puis à chaque colloque qu'on allait, on allait toujours chercher quelque chose qui était intéressant. Puis après ça, de l'adapter dans nos conditions à nous, puis avec ce qu'on voulait faire aussi. Là. On a développé aussi des applications web, tout ça, qui sont parties de notre propre cru. Là. Mais c'est sûr que ça a des limites quand on développe nous-mêmes aussi. Il faut souvent s'allier à d'autres personnes pour pouvoir faire vivre un grand réseau aussi comme le nôtre, puis adapter les technologies numériques. Là. Pour ce qui est de nous, on commercialise aucune chose, mais dans le fond, nous, c'est vraiment de répondre à des problématiques qu'on a sur nos entreprises. Puis souvent, ça passe toujours par la recherche. On a justement on a eu une chaire sur l'irrigation justement avec M. Jean Caron pour l'irrigation des laitues. Puis ça nous a fait énormément avancer. Il y a plusieurs autres recherches qu'on a. Puis nous, la plus grande problématique, c'est qu'en tant qu'entreprise seule,
souvent, on fait face à des grosses problématiques qu'on n'est pas capable d'affronter seul. Bien, nous, dans notre région, bon, on a souvent une force de coopération, comme on a le réseau Consortium PRISP, qu'on est beaucoup, beaucoup ensemble, donc ça nous donne la force de faire des gros projets. Puis le groupe VegPro, on travaille beaucoup ensemble. C'est ça, on a une force de groupe qui nous permet de faire avancer les projets, là. Donc, c'est ça, l'aspect coopératif là, pour notre domaine agricole, de se mettre plusieurs entreprises ensemble, là, ça a vraiment un grand impact, là. Bien, pour nous autres, on est une jeune pousse dans un domaine qui est tout nouveau. Alors, on a toutes sortes de choses à apprendre dans les deux sens. Donc, quels sont les besoins de nos clients, puis qu'est-ce que la technologie peut nous apporter. Du côté des clients, alors des gens comme Delfland, on se rend compte qu'un des gros défis dans le domaine, c'est de pouvoir livrer rapidement pour que des actions en champ soient posées sur le champ, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais ça, c'est probablement un des plus gros défis de partage d'informations. On tente de résoudre des problèmes avec différentes personnes ici, différents groupes, pour pouvoir avoir l'information qui est relativement lourde lorsqu'on produit des images avec des drones, des images matricielles. Donc, c'est très, très lourd, c'est difficile à partager. Ça a besoin de post-traitement, donc on a des délais. Alors, pour nous autres, ça, c'est des défis qui vont passer probablement par le dernier des buzzwords. Je ne veux pas accumuler trop de buzzwords par-dessus drone, mais l'intelligence artificielle, donc le computer vision, donc la production de données en temps réel, les données utiles en temps réel. Alors, c'est pas mal ça nos préoccupations actuelles. C'est sûr qu'il y a un paquet de choses qui restent à résoudre en termes de nos problèmes spécifiques en termes d'opérateurs de drones. Donc, il y a toute la dimension aéroportée de notre appareil. Il y a toutes sortes de défis au niveau de la réglementation. On espère que certains vont se tasser plus tôt que tard. Et puis, il y a qui font partie de ceux-là. Il y a un de ces défis-là, c'est tout ce qui est les restrictions concernant les vols à vue. Alors, ça continue d'exister, ça va exister encore pour un bout de temps. Donc, en termes de, on dit en anglais, scalability, donc agrandir nos champs d'opération à plus grande échelle, c'est difficile lorsqu'on doit toujours garder le drone à vue. Donc, une des technologies qui va nous aider, pour lesquelles on est bien ouvert à contribuer, c'est tout ce qui touche la détection et l'évitement en termes d'aéronefs. Autrement dit, si un drone est équipé d'un système de sense and avoid, comme on dit, il va pouvoir voler de façon plus autonome, plus loin, puis tout ça jumelé avec des batteries qui ont plus grande capacité. Donc, autrement dit, il y a toutes sortes de petites problématiques au niveau de l'aéronef qui courent en parallèle avec les défis de la réglementation. Puis évidemment, il y a tout le défi du produit de l'imagerie. Est-ce que ça rencontre des besoins, les besoins de nos clients? On en a identifié certains qui rencontrent des besoins de nos clients. Tout ce qui est caractérisation par objet à l'intérieur des images, on voit que ça rencontre des besoins. Tout ce qui est production de microtopographie par photogrammétrie, ça rencontre des besoins, puis c'est livrable maintenant. Mais tout ce qui est lié à l'identification par signature spectrale, ça, c'est un niveau de complexité qui est un petit peu qui reste, sur lequel il reste du travail à faire, disons. Alors, on va se garder une petite dose d'humilité en rapport à tout ça, au travail que les gens ici font. Donc, ce que je voulais savoir, c'est, vous, dans vos projets, dans vos entreprises, quel est... Tu sais, là, on se projette là, dans le futur, on s'en va vers 2030. Quelle est la nouvelle chose, la nouvelle technologie, sur quoi vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez développer pour que qu'est-ce qu'on va avoir dans nos mains en 2030? Je ne sais pas si c'est... Vous avez sûrement une idée, vous avez parlé un petit peu d'images ou que la réglementation soit plus souple, mais si on se dit qu'il n'y a pas de limite, on n'a pas de grain de sable dans nos engrenages, tout va bien, on s'en va où? Bien, c'est quelque chose, justement, qui me tient à cœur, ces questions-là, parce qu'on travaille forcément pour le long terme, oui, le court terme. Bon,
dans mon milieu, nos fonctions de recherche, c'est aussi pour aller quelques années à l'avance, c'est de prévoir les percées. De mon point de vue, c'est le deep learning qui s'en vient, c'est-à-dire l'apprentissage profond. C'est la capacité pour un ordinateur de prendre des données, puis de découvrir, sans qu'on comprenne trop pourquoi, de découvrir les bonnes réponses à partir de ces données-là. C'est des nouvelles façons de programmer qui sont rendues disponibles aujourd'hui, qui font qu'il y a moyen d'utiliser l'ordinateur pour qu'il fasse ses propres apprentissages. Donc, ça sauve beaucoup de temps de training, si on veut, par rapport aux méthodes conventionnelles, et ça donne des meilleurs résultats. Ça paraît bizarre, mais comme je disais à mon introduction, les ordinateurs sont capables de faire de grandes choses, à condition qu'on leur pose des questions simples, qu'on leur donne de la viande pour réussir à faire leur travail. Alors ça, c'est ce qui s'en vient, c'est fabuleux, mais en même temps, ça dépend toujours des données qu'on va fournir. Parce que la solution que l'ordinateur va trouver va toujours être la meilleure, mais pour les données qu'on lui a fournies. Si on lui fournit des données pour faire une caricature disons de l'Ontario, ben il va optimiser la réponse pour les conditions de l'Ontario. Mais si on fournit des données à nous, ça va être spécifique à ce dont on a besoin. C'est ça qui est prometteur, je pense. Nous, c'est sûr que c'est un gros réseau, là. Donc, on couvre de l'Ouest canadien jusqu'au maritime avec nos différents réseaux. Donc, c'est sûr que dans les prochaines années, puis je vous dirais peut-être le prochain 5 ans, là, 10 ans, c'est toute la question numérique, là. C'est sûr qu'on est en train de faire un gros virage numérique à la Coop fédérée, là, que ce soit pour les applications d'agriculture de précision, mais pour tous les producteurs aussi, là. Mais on veut tout géoréférencer, que la ferme soit toute géoréférencée, que les données rentrent directement dans le dossier du producteur. Ce qu'on veut aussi, c'est de développer des outils d'aide à la décision, là. Je pense pour aider le conseiller et le producteur agricole. C'est vraiment vers là. On va avoir une grosse base de données. Moi, je pense qu'il faut valoriser ces données-là pour le producteur, pour l'aider à être plus compétitif aussi dans le marché, pour aider les représentants aussi avec les technologies, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Il y en a un petit pourcentage encore de conseillers. Probablement que les conseillers ici, vous êtes un peu à l'aise avec les technologies, mais il y en a d'autres, la masse, elle ne l'est pas vraiment. Donc, il y a tout l'aspect formation aussi, pour nous, c'est primordial, là. Nous, la façon dont on le voit, c'est très en ligne. Je pense que c'est ce qu'on a vu, si on recule et on regarde vers où on s'en va, on a vu un peu tout ce qui tourne autour du GPS. Donc, jusqu'au auto-steering. Maintenant, on parle de machinerie autonome. Donc, ça c'est une composante, je pense, qui va continuer à évoluer. Puis, d'un autre côté, on a vu récemment beaucoup de développement logiciel, plateforme big data. Aux États-Unis, ça a été très populaire, ça l'est encore. C'est encore en développement. On commence à atteindre des limites de moi, ce que je peux voir au niveau, justement, des données disponibles, au niveau d'intégrer des choses ensemble. Que ce soit ce que nous, on fait en mettant des senseurs dans le sol, que ce soit les senseurs qui sont sur des équipements qui sont embarqués, les plateformes logicielles, puis justement le deep learning, puis tout ça va avoir besoin si on veut, feeder de l'information automatiquement sans que des gens soient obligés d'intervenir. Il va y avoir besoin que les différents silos, si on veut, de l'industrie s'intègrent. C'est en train de se faire, ça va se faire tranquillement. Je pense que ça ne peut pas se faire jour en main. Puis il y a toutes des composantes commerciales là-dedans, bien évidemment. Chaque compagnie a ses intérêts, puis sa vision et ses enjeux. Mais je pense que c'est ce qu'on va voir, c'est, je pense, une intégration. On va voir beaucoup si on parle de 2030, moi, ce que je vois, c'est qu'on va avoir beaucoup de systèmes qui vont permettre d'anticiper. Donc, de voir venir, de planifier, de rendre la ferme, le travail d'un agriculteur donc, qui est lié à la météo, qui est lié à toutes sortes de paramètres qui sont très difficiles, en fait. C'est un métier, quand on compare à d'autres métiers, c'est un métier très j'allais dire risqué, qui gère beaucoup. Les agriculteurs ont géré beaucoup de risques, beaucoup de variables. Donc, je pense qu'il y a tous les systèmes qui vont leur permettre d'anticiper, de voir venir, d'intégrer des choses, de régler les problèmes de main-d'œuvre avec plus d'automatisation, etc. Je pense que
c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il va continuer à s'intégrer et à fonctionner ensemble. Merci. Je vois qu'on a des questions dans la salle. On va en profiter. Allez-y. Oui, merci. Raymond Leblanc, agronome. Je travaille à l'Ordre des agronomes. Ce matin, il y a un conférencier qui a mentionné que l'adoption des nouvelles technologies doit être accompagnée d'un bon service en agronomie. Ça a été dit. Cet après-midi, il y a des gens qui nous ont présenté l'utilisation de ces technologies pour contrôler les mauvaises herbes et qui sont efficaces. Donc, ma question est celle-ci. Comment va-t-on arriver à remplacer le coût des traitements des herbicides par le coût du service conseil et de la technologie? Parce qu'en réduisant les herbicides, on réduit l'impact sur l'environnement. Alors, ce matin, même un des conférenciers mentionnait qu'on va s'adresser à des petites et des moyennes entreprises, dont les grosses fonctionnent, ils ont la capacité, mais c'est à ça qu'il faut arriver. Alors, comment vous voyez, et là, il y a des organisations influentes, comment vous voyez ce transfert des coûts du traitement des herbicides, des coûts d'intrants, et les remplacer par un coût de service conseil qui va réduire les impacts sur l'environnement? Premièrement, je pense que ce n'est pas nécessairement l'ensemble des coûts des herbicides. Je vais laisser le panel répondre après, là, mais je ne pense pas que l'ensemble des herbicides vont être remplacés par le service conseil. Je pense que les herbicides vont continuer à être utilisés, peut-être de façon plus raisonnée. Mais je ne sais pas si vous l'ajoutez. Peut-être qu'Alain, tu as un début de réponse parce que tu charges tes clients pour le travail que tu fais. Oui, c'est sûr qu'on charge aux producteurs le coût du service qu'on donne. Sauf que c'est un service tout intégré. Là, comme, présentement, on est en train de avec tout le numérique, on est en train de se conformer à toute la conformité qu'on peut avoir au niveau de la phytoprotection. Là. Donc, on a des nouveaux logiciels qui vont permettre de faire la recommandation, de respecter les étiquettes en temps réel. C'est vers ça qu'on s'en va, qu'on offre aux producteurs aussi tous les registres d'application. Nos nouvelles plateformes vont pouvoir éventuellement prendre les données qui viennent de la machinerie numérique puis l'envoyer directement dans le registre du producteur. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir faire en sorte que ça va aider le producteur à être plus productif, le représentant aussi. Puis, c'est sûr qu'il y a un coût à la technologie. Là. Peut-être un petit élément de réponse. Je peux me permettre, en général, je pense que la technologie, puis un présentateur qui en a parlé ce matin avec les véhicules autonomes, je pense que beaucoup de technologies sont mieux livrées ou rendues sous forme de service. Je pense que c'est ça, puis si on parle d'offrir des services, je parle d'irrigation, qu'on parle de pesticides, si on remplace une technique par une autre, puis que cette technique, si on veut, par exemple, remplacer des pesticides par une technologie, il y a des grosses chances que la voie de l'offrir sous forme d'un service à un prix à l'acre ou un prix annuel basé sur un facteur XY soit la bonne approche. Je pense que le rôle des agronomes dans un futur technologique comme ça devient autrement plus important. Est-ce qu'on déplace complètement le coût? Moi, je pense qu'il y a des économies à faire. J'ose espérer que c'est vers ça qu'on s'en va, que ça va être de plus en plus efficace, et pour l'environnement et financièrement pour les producteurs. C'est l'objectif. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies technologiques, puis des coopératives, puis des détaillants qui s'en vont vers ça. Je pense que c'est assez évident. Puis toute la connaissance aussi de l'agronome a un coût. Là. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Il faut charger ce coût-là. On ne prend pas de la gratuité non plus. Là. Bien, ici, on a quand même le réseau aussi des clubs conseils. C'est déjà un peu ça qui se produit. Bien, il y a certains paiements du conseil qui est fait dans ce contexte-là. Bon, ça n'élimine pas les herbicides comme ça, mais le jour où il y a des alternatives aux herbicides, par exemple, j'imagine que par la voie des clubs conseils, entre autres, ça va se diffuser, ça va se traduire par un service. Mais pour ça, il faut que l'alternative aux herbicides soit présente puis soit, disons, efficace aussi. Bon. Je vais aller à l'autre question, oui. Bonjour, Bruno Garon, ministère de l'Agriculture, ingénieur.
membre de la caravane Santé des sols. J'ai une question, 25 piastres, que vous n'aurez peut-être pas de réponse. On est en 2030 là. Présentement, ce matin, on a entendu parler beaucoup de gadgets qui aident aux producteurs à améliorer la précision, etc. Mais tout ça se passe dans les airs, hein, en haut du sol. Pensez-vous en 2030, c'est-à-dire demain, que les drones vont pouvoir détecter des bactéries dans le sol et des champignons qui aident à faire croître les plantes? Ce qu'on va pouvoir détecter, c'est les effets d'eux. On ne pourra pas les dénombrer, les compter, les regarder, les voir agir, mais un petit peu comme maintenant, dans certains cas, on peut voir leurs effets. Donc, on peut voir, dans certains cas, le stress occasionné aux plantes, alors dans les bandes invisibles, le proche infrarouge, mais évidemment, c'est variable selon le cas, selon le malaise qui est subi par la plante. Mais est-ce que, je ne sais pas si la question c'est, est-ce que la résolution des imageurs dans le futur va être tellement grande, la résolution spatiale, qu'on va pouvoir voir un petit peu comme dans Blade Runner, derrière la porte qui est tournée, qu'on ne voit même pas dans l'image. Je n'ai pas de réponse à ça. Puis, je pense que lorsqu'on parle de résolution spatiale, c'est un petit peu un piège parce que plus on va haut dans la résolution spatiale, plus on accumule des données, plus le traitement est lourd, alors le post-traitement des images. Alors, on veut éviter autant que possible d'aller dans cette direction-là. On va avoir les réponses les plus parcimonieuses possibles. On veut pouvoir aller directement au but de ce qu'on a besoin. Donc, nous autres, dans le point de vue, on essaie d'avoir la résolution dont on a besoin, ni plus ni moins. Alors, c'est une des choses qu'on essaie de faire, c'est de déterminer quelle est exactement la quantité d'informations et la qualité d'informations dont on a besoin pour prendre les décisions qui sont à prendre. Je pense aussi tout à l'heure, il y a certains conférenciers qui ont parlé de capteurs qui n'étaient pas nécessairement dans les airs, mais vraiment au niveau du sol. Entre autres, M. Adam Schock qui avait parlé de son capteur de CO2, justement, pour voir un peu la vie dans le sol. Alors, c'est peut-être de réussir à miniaturiser ces capteurs-là pour pouvoir... Bien, on peut l'illustrer d'une façon différente. C'est peut-être que graduellement, dans le futur, on va... La télédétection... le docteur Adam Schock avait fait la distinction entre les capteurs proximaux et les capteurs à distance. Donc, éventuellement, peut-être les capteurs proximaux, donc ceux qui doivent être en contact avec la matière qu'on veut lire, mais peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir graduellement se distancer, donc pour éventuellement voir plus large, puis avoir les mêmes réponses. Essentiellement, on veut pouvoir avoir le minimum d'informations le plus rapidement possible pour prendre les meilleures décisions possibles. Peut-être là-dessus aussi, moi, éliminer complètement les senseurs physiques, je pense que ça... Bon, en 2030, je ne pense pas que c'est possible. Si on va plus loin dans le futur, tout est possible. Mais je pense que pour le moment, ça reste une réalité. La combinaison des deux devient vraiment intéressante. Il y a beaucoup d'extrapolations qu'on peut faire des senseurs locaux, des senseurs de proximité, soit sur la plante, soit dans l'environnement immédiat de la plante, soit dans le sol. Ça permet d'aller chercher un niveau de précision, un endroit précis. C'est le défaut. La qualité, c'est d'avoir énormément de précision, mais là, on est à un point précis dans le champ. Donc, de combiner avec des technologies qui permettent d'avoir la variabilité, d'avoir je pense que ça a beaucoup d'avenir, puis d'utiliser les capacités des ordinateurs aujourd'hui pour interpoler, puis justement apprendre de ces tendances-là versus les résultats qu'on va avoir à la fin de la saison. Qu'est-ce qui a influencé le résultat en cours de saison? Quel facteur de stress, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait normalement avoir de plus en plus. Nous, c'est une des choses qu'on regarde assez activement en partenariat avec d'autres entreprises, évidemment. Si je peux ajouter, ce que je trouve bien de l'agriculture de précision, plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on a des super ordinateurs, des modèles incroyables qu'on peut utiliser. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on se distancie des produits chimiques de plus en plus, puis qu'on est capable... Plus qu'on a de technologie, on dirait plus qu'on est capable de faire de la lutte intégrée, de laisser de côté les herbicides et tout qu'on n'aime pas utiliser. En tant que producteur, moins on utilise, mieux c'est. Comme maintenant, tout ce qui est, vous avez parlé des mouches de l'oignon,
On ne met plus d'insecticides dans les rangs du tout à la ferme. Donc, ça, c'est très bien. On a tout ce qui est les capteurs de sport, des modèles prévisionnels avec la météo, puis qu'on sait exactement quand on va avoir une sporulation de botrytis selon la météo. Puis on dit, oh, on va faire un quart de traitement mercredi parce que jeudi, il va y avoir de la sporulation. Là, on est capable de cibler là, vraiment très, très bien, puis de diminuer là, de plus de la moitié là, nos applications là, de fongicides et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Peut-être ajouter que dans l'évolution de l'agriculture de précision, ça a commencé, disons, avec les analyses de sol. Donc, il y avait un aspect échantillonnage au départ de l'agriculture de précision. C'est-à-dire, on va faire des cartes pour mieux appliquer nos intrants, puisque Guillaume a montré ce matin, c'était pas mal dans cet esprit-là. Donc, soit qu'on fait un échantillonnage, puis on dit, le reste du champ doit être pas mal pareil, ou bien on en fait plusieurs, puis on se rend compte que ce n'est pas le cas, puis on s'ajuste. Je pense qu'il y aura toujours une place. Peut-être qu'un jour, il va arriver une machine qui, du haut des airs, va déterminer le pH, cartographier et tout. Je ne la vois pas venir encore. Mais au moins, il ne faut pas se priver des occasions qu'on a d'utiliser l'échantillonnage. Puis je pense qu'une prochaine frontière qu'on va avoir à traiter, c'est la génomique. C'est-à-dire, pour revenir à la question de tantôt, les sols, la qualité et la santé des sols. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de savoir quelles communautés de bactéries, de micro-organismes sont dans les sols. Parce qu'un sol en santé va avoir tel type de communauté, puis un sol magané va avoir un autre type de communauté. Puis ça ne se gère pas de la même façon. Une fois qu'on a le diagnostic, ça ne se gère pas de la même façon du point de vue des options qu'on a. Mais donc, la génomique, pour l'instant, ça peut juste se faire sur une base d'échantillonnage. On prend un échantillon, on met ça dans le traboulidon, puis il sort des gènes, puis ça nous dit les communautés sont plus ou moins fonctionnelles ou pas. Mais c'est tellement important, d'après moi, de considérer l'aspect génomique qu'on va devoir passer par là, commencer par l'échantillonnage, puis on verra où ça nous mène plus tard. Mais c'est la prochaine frontière, une des prochaines frontières de l'agriculture de précision, c'est d'intégrer la génomique dans les décisions qu'on va prendre. Oui, il y a des cultivars, ça fait partie de la génomique, mais je parle là des communautés de bactéries, de micro-organismes dans les sols. Je pense il va falloir en venir à ça parce que c'est important dans le portrait. Merci. Je vais aller voir, je sais qu'il y a une autre question. Oui? William Falcon, en génie agro-environnemental à l'Université Laval. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Garon pour m'avoir inspiré cette question-là sur les drones. Comment vous voyez l'avenir des drones en agriculture quand on voit d'un côté l'imagerie satellite qui devient pratiquement quotidienne aujourd'hui avec des systèmes comme PlanetScope qui peuvent prendre des photos quotidiennement, puis de l'autre côté, les véhicules autonomes qui s'en viennent de plus en plus dans les champs comme qu'on a vu, on a entendu parler toute la journée. Là. Comment vous voyez l'avenir des drones en agriculture, autrement dit? Bien, les drones, d'abord, il faut voir ça comme un mode de transport, un mode de transport très polyvalent, avec des avantages, des limitations. Oui, alors pour répondre précisément à la question concernant les images satellitaires, le drone confère certains avantages. Il y a comme la colonne des avantages et la colonne des inconvénients pour le drone, pour les satellites. Alors ça, je pense que dans la littérature, c'est assez bien défini. Par exemple, un des avantages du drone, c'est que, évidemment, tu peux te promener sous la couverture des nuages, tu n'as pas d'interférence atmosphérique, tu as toutes sortes d'avantages au niveau de la qualité du produit que tu réussis à faire. Tu as une meilleure résolution spatiale présentement aussi. Tu n'as pas une aussi bonne résolution spectrale, mais c'est une question de temps. Le drone aussi, par contre, est utilisé, puis nous, on l'utilise, puis on voit un super futur pour ça. Là. On l'utilise dans l'épandage. Donc, depuis une couple d'années, on fait des tests avec Geoffroy et la ferme Agrifusion et d'autres fermes. On fait des tests en biocontrôle. Donc, on fait des lâchers d'insectes bénéfiques pour combattre des ravageurs. Et puis ça répond à un besoin qui est évident. Il y a encore des analyses à faire autour de ça. Mais le besoin, c'est évidemment d'éviter à accrocher les cartes d'œufs d'insectes bénéfiques à la mitaine dans des champs dont les plants mesurent 7-8 pieds. Alors,
Il y a toutes sortes d'autres applications. On peut les nommer en agriculture seulement. Mais création de plans microtopographiques pour des plans de nivellement et des plans de drainage. Ça, la démonstration, on l'a faite avec le GIAG en 2016, que la précision est suffisamment grande pour créer des plans. Donc, dans des reliefs qui sont accidentés, qui sont difficiles d'accès avec les méthodes actuelles par RTK sur VTT, c'est une solution toute désignée, mais même, je veux dire, pour une utilisation commune, on n'a pas besoin de penser deux fois. Maintenant, je reviens au défi. Donc, au défi de la production d'images multispectrales pour essayer de poser des diagnostics. Donc, c'est tout le temps la question d'outils d'aide à la prise de décision versus outils diagnostiques, l'image, puis la vente de l'idée d'utiliser les images prises par drone aux consommateurs, aux producteurs, aux agronomes. C'est pas évident parce que la démonstration, elle reste à être faite que le coût qu'ils vont devoir payer pour l'acquisition des images en vaut la peine pour leurs besoins. Dans certains cas, j'ai des producteurs qui disent « Maison, je trouve ça extraordinaire. Écoute, moi, je chiffre mon affaire, puis si je suis capable d'augmenter ma productivité de 2 % dans ce champ-là, avec les images, puis je le sais que les images, ça m'aide à me guider dans ma prise de décision, pour moi, ça vaut la peine tout de suite. Donc là, tu vois que si tu regardes, ça va dépendre du type de culture. Donc, est-ce que c'est une culture à haute valeur? Est-ce que c'est une... il y a différents facteurs qui vont faire en sorte que c'est avantageux ou non, ces images-là. Donc, je t'ai donné 3 ou 4 exemples d'utilisation des drones juste en agriculture. Puis ça va juste continuer. Moi, ce que je vois dans un futur relativement proche, c'est qu'il va y avoir une pénurie d'opérateurs. Il n'y aura pas assez d'opérateurs compétents qui ont suffisamment de connaissances de base, équivalent probablement aux nôtres en agriculture. Donc, ce sera un autre problème. Ce sera peut-être, on pourra dire, un beau problème à avoir, mais moi, je ne vois pas ça comme nécessairement un beau problème. C'est qu'il faut créer un milieu dans lequel, justement, il n'y aura pas de déception. Selon le Gardner chart qu'on a vu à quelques reprises aujourd'hui, si on tombe dans la courbe de l'adronautique, dans la courbe descendante de déception, on a un problème aussi, alors qui sera différent, mais on a aussi un problème. C'est bon, merci. Je vais en profiter. Je vois qu'il y a une autre question qui arrive du web, mais je vais peut-être en profiter avant de prendre celle-là pour qu'on réponde à celle qui avait été posée précédemment, qui était au sujet de les données. Parce qu'on va recueillir plusieurs données. Maintenant, les données s'en vont dans le cloud, ça s'en va dans l'info nuagique. On essaie de les utiliser au maximum, mais à qui elles appartiennent, ces données-là? Comment qu'on peut faire pour réussir à les utiliser puis respecter tout le monde, respecter les droits de chacun? Comment vous voyez ça? Puis vous, comment en bon français, comment vous dealez avec ça, avec la confidentialité des données? Comment vous les entreposez? Sont à qui? Où on les stocke? Par qui? Etc. Là. Je peux me risquer. Il y a des aménagements qui sont envisageables. Je connais un exemple en Iowa, la Iowa Soybean Association. Ils retirent beaucoup de données de leurs producteurs, puis ils s'entendent sur la manière de gérer ça dans la façon dont ça va être rediffusé après. Parce que la personne là-bas me disait, c'est que mon voisin, c'est mon compétiteur, je ne veux pas qu'il sache comment ça se passe chez nous. Mais le voisin ne peut pas savoir ce qui se passe sur une ferme en particulier. C'est dégradé. Alors l'information est assemblée par comté ou par plus grand morceau. Quand elle revient à l'utilisateur. Donc, il y a des façons de dealer avec ça, justement. Il faut juste regarder ce que les autres ont fait dans d'autres circonstances puis s'inspirer de ça, ce qu'on appelle des licences d'utilisation. Bon, la propriété des données, parfois, on ne se rend pas compte, on achète un tracteur, puis, oups, les données que le tracteur prend, elles sont allées quelque part. Si on signe pour Facebook, les données sont aussi... disparus, on ne les contrôle plus. Alors, il y a la théorie, puis il y a la pratique. En pratique, on n'a pas l'air si frileux que ça à laisser nos données aller, finalement. Quand il s'agit d'agriculture, on dirait qu'on commence à être plus nerveux. Mais il reste que, sur le fond,
si on n'a pas de données, on ne pourra jamais s'améliorer. Il faut que les données deviennent disponibles, utilisées, puis on va progresser comme ça. Donc, il faut faire l'effort de favoriser l'accès aux données, parce que au bout du compte, ça va bénéficier à la personne qui les a fournies. De notre côté, ça fait plus que 20 ans qu'on gère les données des producteurs, là. Donc, c'est sûr que la donnée brute du producteur, ça y appartient à lui. Nous, on va traiter seulement on peut archiver les données du producteur, mais on les archive sur des serveurs externes qui sont sécurisés. On va traiter seulement la partie des données qu'on nous donne. Maintenant, toute la valeur ajoutée de ces données-là, bien là, ça appartient un peu aux conseillers puis aux producteurs aussi. C'est comme, c'est un travail entre le conseiller et son producteur, autrement dit, là. Puis, on a, dans le même réseau, la Coop Fédérée, on a 2 réseaux qui sont comme compétiteurs dans des mêmes endroits, là. Donc, c'est fait pour que les données qui sont dans un réseau ne vont pas dans l'autre réseau, là. C'est seulement dans le dossier du producteur, donc ça ne se promène pas d'un à l'autre, là. Puis, on ne présente jamais de données non plus sans avoir eu l'autorisation du producteur. Puis, donc, mais à la base, la donnée brute, ça appartient au producteur, là. Nous c'est simple. Les données brutes appartiennent aux producteurs. On a un droit de les utiliser comme entreprise pour faire des algorithmes, des choses comme ça. On s'engage, nous, à les garder confidentielles de façon anonyme. C'est-à-dire que si éventuellement on développe un produit qui permet d'évaluer ce qui se passe à une échelle plus régionale, bien, c'est évident que les données ne seront pas... On ne pourra pas voir qui fait quoi et qui. Je pense que ça, c'est ce qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des données qui sont stratégiques pour une entreprise, puis il y a des données qui sont plus purement des données qu'il faut, je pense, aussi accepter. Je pense qu'on a tout à gagner. Si on prend l'exemple des voitures comme Tesla, on achète une voiture Tesla, bien, la voiture, elle apprend de la façon dont la personne conduit. Puis ces données-là, bien, d'apprendre comment une personne conduit, c'est pas tellement utile, mais d'apprendre comment 1 million de personnes conduisent, ça permet de faire un système qui est pas mal plus intelligent, puis qu'après ça, il bénéficie à tout le monde. Je pense qu'il faut accepter, il faut croire là-dedans, je pense, puis s'en aller là-dedans, en autant que ce ne soit pas nos données stratégiques qui sont transférées à des personnes qui pourraient qui vont servir contre nous, finalement. Là. Mais je pense que quand c'est dans l'intérêt commun, puis d'améliorer la performance générale, on a tout à gagner. Puis nous autres, c'est toujours difficile à répondre à ces questions-là, parce que quand, admettons, on achète un logiciel qui est cloud, puis là, on pose la question, c'est-tu sécuritaire? Ah oui, c'est sécuritaire, mais en tant qu'agriculteur, on ne connaît rien là-dedans. Là, comment qu'on peut faire, nous, pour savoir que ça a de l'allure, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dur d'aller voir s'il y a des guidelines ou y a-tu en quelque part que dire, OK, si c'est un serveur cloud, il faudrait que ton fournisseur il ait ça. Puis que là, OK, là, c'est bon. Puis, des fois, d'aller plus loin, de voir les données, OK, est-ce que c'est des petits caractères, ça, souvent? Hop, ces données-là, finalement, une fois que j'ai mis là-dessus, ils ne m'appartiennent plus vraiment. Là, ça, c'est toutes des choses qui sont à voir. Mais des fois, on est trop... des fois, on a peur des choses qu'on ne devrait pas avoir peur aussi. Là, des fois, des applications, des carnets de chambre, des choses, des fois, c'est pas si sensible que ça. Là. Okay. Bon. De notre point de vue, les images appartiennent aux clients, c'est sûr. On se réserve une coupe de conditions d'utilisation, conditions pour la recherche. Donc, si jamais on a besoin d'utiliser ces images-là pour faire nos tests à l'interne, on se réserve cette possibilité-là. Aussi, on communique avec le client habituellement lorsqu'on veut utiliser les images pour faire des présentations, les inclure. Ça, c'est moins gênant dans le sens où le potentiel de ces images-là est assez grand en termes d'atteinte à la vie privée, c'est vrai, parce qu'ils sont tous géoréférencés. Chaque pixel est géoréférencé. C'est assez facile de retrouver d'où c'est. Donc, si elles sont en circulation numérique sur l'Internet,
dans leur format natif, oui, ça peut être problématique. Donc, pour des présentations comme ça, on prend quand même on demande quand même aux clients, mais je veux dire, si on prend une parcelle du champ, c'est moins touché. On va prendre une dernière question dans l'Assemblée, puis après ça, on va conclure. Oui. C'est une question qui nous provient de Bruce Gélina. Il nous demande, c'est une question à deux volets, il nous demande quelle est la ou les technologies la plus payante qui devrait être adoptée sur les fermes québécoises? Et deuxièmement, quels sont les freins à son adoption, tant au plan humain, technique que légal? À propos de cette technologie-là? Oui. Alors, vous avez compris, la technologie la plus payante qu'on devrait installer sur les fermes. Bon, moi, je dirais que c'est les applications à taux variable de chaud, là, en ce moment, qui sont le plus rentables. Là. Ça, on le voit tout de suite, la différence. Puis on est capable de calculer la rentabilité aussi là, avec le rendement. Là. Donc, d'après moi, c'est la technologie en ce moment qui est le plus rentable. Pour le Québec. Pour les applications à taux variable. Il faudra définir rentable aussi. Rentable pour le producteur, mais aussi, on parle de l'environnement, on parle généralement là, pour la société. Puis tout ce qui est à taux variable, donc tout ce qui va mener à... Je sais qu'on n'est peut-être pas encore là, c'est pas dans l'immédiat, mais ça va être très proche. Là. Donc, l'application de pesticides, herbicides, de façon ciblée. Oui, ça c'est, à mon avis, c'est rentable. Pour ce qui est de nous, il est certain que comme on a présenté aujourd'hui, des robots cercleurs, ça c'est assez rentable, du fait qu'on économise la moitié de notre temps de la main-d'œuvre pour le cerclage. C'est des choses qui sont assez rentables. La recherche est extrêmement rentable. Ça c'est sans équivoque. Tout ce qu'on a développé, là, tout ce qui est des choses de gestion de l'eau, des logiciels qui nous permet là, d'être connectés tout de suite avec nos applications au champ, puis d'avoir nos graphiques, puis d'être beaucoup plus précis. Ça, c'est toutes des choses qui sont très rentables, qui nous permettent de prendre des décisions avec beaucoup d'informations, puis ça nous permet de sauver beaucoup de temps. Là. Ça, c'est... Moi, il n'y a pas de réponse unique, là, évidemment, parce que chaque ferme, chaque culture est complètement différente. Je pense que c'est de regarder les problématiques qu'on a, puis réfléchir où est-ce que la technologie peut avoir un impact avec ce qui est disponible, puis qu'est-ce qui est à un stade de maturité qu'on est prêt à vivre avec. Je pense que vous, chez Delphin, vous avez un bon degré une bonne capacité de gérer des nouvelles technologies, puis un degré d'incertitude. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de tolérance à ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est un gros facteur. Je dirais en général, s'il y a une technologie, ce serait celle d'ortho qui est... Moi, je rajouterais peut-être le nivellement aussi, là, on le voit tout de suite, la différence. C'est bon. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, je suis dans mes dernières questions. Je n'ai pas eu la chance de commenter l'autre avant. Bien, veux-tu commenter? Jaloux. Non, mais Jocelyn m'a scoopé, je voulais dire scan. C'est vraiment une très bonne idée. Mais sincèrement, je le crois. Mais par ailleurs, toute la question de auto-steering, par exemple, toutes les technologies qui ne demandent pas beaucoup qui n'impliquent pas beaucoup la biologie ou les conséquences qui n'impliquent pas directement la culture, directement les sols. Tout ce qui est technique, je pense que ça a des grandes chances d'être rentabilisé rapidement. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous avez utilisé ou implanté dans vos entreprises ou dans vos recherches l'agriculture, la numérisation de l'agriculture ou les nouvelles technologies, ça a été quoi votre plus gros bug? Ça a été quoi votre plus grosse embûche? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer plus vite ou d'aller vers le numérique ou d'aller plus loin? Ouais, je peux continuer. Moi, c'est vraiment les données, l'accès aux données. Puis j'écoutais, c'est peut-être encore ici, René Lacroix de Valacta. Hier, j'étais avec lui, puis il disait 90% du problème, c'est d'avoir des bonnes données. Puis après ça, le reste, le 10% qui reste, c'est pas long. C'est un peu ça, avec l'expérience aussi. C'est encore nouveau, l'agriculture de précision. Ça a 20 ans. Hein?
Donc, c'est sûr que depuis le début, on a vu l'évolution. Là. Ceux qui ont peur de perdre leur job en passant, faites-vous-en pas, vous allez en avoir encore en 2030. Là. Même plus. On était 3, 4, 4, 5 au début, puis maintenant, à la salle, on est 200 environ. Là. Donc, ça change beaucoup. Puis, mais je vous dirais que c'est tout ce qui est formation, puis vulgarisation de l'information, que ce soit aux producteurs agricoles, que ce soit aux conseillers aussi. C'est le conseiller qui amène toutes les technologies à la ferme souvent. Là. Donc, si vous avez un rôle à jouer qui est important, puis c'est de se familiariser avec les outils, là, qui sont d'un fois pas simples. Toute l'interconnectivité entre chacun des appareils, souvent, n'est pas là. Donc, c'est vers ça qu'on tend aussi, nous, à la Fédérée, c'est de pouvoir prendre n'importe quelle marque de machinerie puis que ça rentre directement dans le système. Là. Donc, c'est là qu'on est rendu présentement, mais on n'était pas là auparavant. Donc, c'est sûr que dans les prochaines années, c'est vraiment toute l'interopérabilité des données là, qui était la difficulté. Nous, ça a été, si on regarde depuis nos débuts, ça a été je pense que c'est encore une réalité, c'est de connecter la ferme. Les fermes ne sont pas encore connectées. On parle d'intégrer des données, on parle d'utiliser des données. Je pense que nous, ça a été un enjeu pour nous dans des technologies pour des nouveaux senseurs, des nouvelles façons de mesurer, des choses comme ça. On en a d'autres qui s'en viennent, mais où est-ce qu'on a investi le plus de temps et de ressources en général, ça a été pour arriver à avoir de la bonne connectivité de qualité, une bonne stabilité à ce niveau-là, d'avoir des données. C'est le principe garbage in, garbage out. C'est un vieux concept, mais il n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est que là, on essaie d'avoir des machines qui se parlent, des informations qui rentrent en temps réel. Bien là, toute cette espèce de connectivité-là, puis de brancher la ferme à tous les niveaux, la machinerie, les senseurs, etc., puis que tout ça puisse fonctionner ensemble pour qu'on puisse aller chercher le plein potentiel. Pour ce qui est de l'intégration de l'agriculture de précision, ce qui est assez difficile, ce qui a été difficile, c'est d'intégrer des nouvelles technologies, puis qui sont des fois pas simples, à différentes strates d'âge, comme d'employés sur la ferme. Là. Je dis, moi, j'ai baigné dans un téléphone intelligent assez jeune. Puis là, pour moi, c'est extrêmement simple, mais quand j'arrive à mon employé qui a une cinquantaine d'années puis qui n'a jamais touché à ça, un téléphone intelligent, puis que j'y amène une machine, avec un GPS, là, puis un nouveau logiciel, il faut que tu rentres ça, puis là, il dit juste ouvrir le téléphone, c'est difficile pour lui. Là. Fait que ça, c'est quand même des bonnes embûches qu'on a, puis que plus qu'une chose technologique qui est simple, ça, c'est vraiment primordial. Là. Oui, de mon point de vue, moi, je pense que c'est l'obstacle, c'est probablement la culture ou les habitudes actuelles dans le domaine. Donc, pour certaines applications des drones, l'essayer, c'est l'adopter. Il y a certaines applications, par exemple, pour les choses qui sont plus vraiment de base, relativement complexes, mais quand même qui sont démontrées efficaces, comme la production de plans microtopographiques. Ça, l'essayer, c'est l'adapter. Alors, c'est juste une question de sortir de son pattern, puis de l'essayer, en fait. Donc, sortir de ses habitudes, identifier. Bien, c'est une question de vulgarisation. Comme Alain disait aussi, c'est notre responsabilité de participer à des colloques comme ceux-là, puis d'en parler plus, puis d'essayer de vendre l'idée que c'est avantageux d'utiliser ces technologies-là. Mais c'est ça. Donc, c'est de vouloir prendre une chance. Je pense que c'est ça le défi du point de vue du producteur. Comme Guillaume aussi, c'est un exemple extraordinaire. Nicolas, tu as mentionné qu'un des enjeux, c'était l'accès à des bonnes données. Est-ce que ça se définit, ce que c'est qu'une bonne donnée? Ça dépend. En fait, c'est une question complexe, mais en le fond, c'est les données qui couvrent l'ensemble des conditions dont on a besoin pour apporter une réponse à notre question. Ça veut dire, si pour l'irrigation, ça prend de l'information sur l'état en eau du sol à différentes profondeurs, bon, il faut tout couvrir ces choses-là de base. Puis si pour prendre une bonne décision d'irrigation, ça prend des données sur les prévisions météo, il faut aussi aller chercher ça. Mais en règle générale, les données qui manquent le plus pour faire avancer les choses, c'est les données qui montrent ce que les producteurs ont fait chez eux, c'est-à-dire les carnets de champs, par exemple. Ça, pour faire avancer
les applications de l'agriculture de précision, c'est ce qui serait le plus important d'avoir, pour qu'on sache, par exemple, le producteur il a appliqué quoi, quand, où, etc., pour qu'on puisse, après ça, comprendre les résultats que ça a donné. Le reste, on est capable de l'avoir ou on pense être capable de l'avoir par d'autres chemins. Mais c'est pour ça que moi, je milite beaucoup en faveur d'une espèce d'ouverture des producteurs pour nous aider à les aider, finalement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées sur les bonnes données, les commentaires? Qu'est-ce qu'une bonne donnée? Mais tu veux dire nous aider à les aider, donc de créer des banques de données? Oui, c'est ça. Il y a été question, je parlais à quelqu'un tantôt, bon, de portail ou de sites où il y aurait... En fait, déjà, les carnets de chant, on parlait de Agnote tantôt, ouais. Geoffroy. Ce genre de choses-là, bon, des fois, il y a des formats qui ne sont pas toujours les mêmes d'un carnet de notes à l'autre, mais déjà, être capable d'extraire les données qui sont dans des carnets de chant comme ça, à travers plusieurs années, c'est de l'information précieuse. C'est un exemple de données qui est entre les mains des producteurs et qui peuvent aider à changer les choses. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres sur les données, les bonnes données? Non? C'est correct. Bien, je pense que ça va conclure le panel. Je voudrais remercier chacun de mes panélistes. Et vous avez bien fait ça, je vous félicite. Et je voudrais remercier aussi vous, l'Assemblée. Vous avez bien fait ça aussi, vous avez participé, je suis contente. Merci beaucoup.